Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bien le bonsoir les amis, bienvenue dans Back to the Review, votre hors-série du Late Show. Le hors-série du Late Show, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est dans cet endroit, dans cette émission que l'on parle des films ou séries que l'on avait envie de parler mais qu'on n'a pas pu caler dans un Late Show. C'est un concept qui est plutôt long mais qui fait le café. Ce soir nous avons Lucas. Bonsoir Lucas. Yo tout le monde, c'est Lucas. Et en plus ça colle avec le prénom. Eh oui. Et exactement. Nous avons GG. Bonsoir GG. Bonsoir. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Et nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. J'espère Alors, que vous allez Squeezie, bien. Squeezie, c'est fait. Merci beaucoup. Au programme de cette émission, donc qui est là, le dernier opus de la trilogie de la fantasy. Donc c'est une trilogie qu'on a voulu faire pour parler de Heroic Fantasy sous les séries télé un petit peu. Nous allons parler de The Witcher tout de suite, extrait audio. Décide ta petite princesse de réserver encore des surprises. Es-tu certain d'être prêt ? Te revoilà. The Witcher, donc c'est une série qui est créée par Lauren Schmidt-Irish. Donc voilà, le casting de la série est plutôt simple puisque c'est Henry Cavill qui tient le rôle de Geralt de Rive. Nous avons Anya Carlotra, je pense que ça se prononce comme ça, dans le rôle de Yennefer, et nous avons Freya Allan dans le rôle de Ciri. Il y a plein d'autres personnes, c'est une série télé, j'ai dit les principaux. Au niveau du synopsis, je pense qu'on va demander aux experts. Gary, dis-nous un petit peu le synopsis de la série en tout cas. De la série ou on présente un peu le monde Comme tu veux, vas-y, présente un petit peu voilà, le monde de The Witcher et de la série. D'accord. Alors, le monde de The Witcher. Alors, faut s'imaginer un monde fantastique où de base il y avait que des elfes qui vivaient sur ce monde. Mais après un événement, alors je sais plus comment il s'appelle. La conjonction des sphères. Tout à fait, merci. Donc, après cet événement, qui en fait, il y a des portails qui s'ouvrent vers d'autres mondes. Et lors de cet événement, il y a d'autres créatures qui ont arrivé, donc des monstres, mais aussi les hommes. D'accord. Donc c'est comme ça que les hommes arrivent, c'est ça, hein ? Oui, c'est ça. Enfin, il me semble. Et là, on a deux experts de The Witcher, donc Ekichi et Gary. D'ailleurs, je vais les remercier tout de suite parce que ça a été des experts avec toi, GG, sur le Seigneur des Anneaux, un peu plus. Lucas, je suis désolé, mais tu es Laurent Baffy encore un peu. Voilà. Hein. Mais globalement, GG, à part dire qu'il y a Superman dans la série. GG, Ekichi et Gary, vraiment super boulot sur cette trilogie, vraiment c'est super. Désolé de vous avoir coupé, mais j'avais vraiment envie de vous remercier avant qu'on continue sur l'univers de The Witcher. Allez-y. Et donc le principe des Witcher, donc des sorceleurs en français, c'est que ce sont en fait des humains où on va modifier leur ADN pour qu'ils deviennent beaucoup plus puissants et qu'ils puissent combattre et tuer ces monstres qui foutent vraiment la merde dans ce monde. Sur le monde, ok. Voilà, sur le monde. Et est-ce que la série justement retrace un petit peu ça, ou c'est complètement différent, où on part de cet univers-là et on crée une nouvelle histoire dis-nous un petit peu. La série, la série raconte l'histoire de Geralt de Rive, donc, qui est un sorceleur, mais un des derniers sorceleurs. Et la série raconte son histoire avec un personnage qui s'appelle Ciri, et aussi Yennefer. Et l'histoire de la série, c'est vraiment la relation entre ces trois personnages. D'accord. Ok. Et Kichi, tu veux rajouter des choses sur l'univers de The Witcher ? L'univers en lui-même, alors moi j'ai pas lu les livres, je connais l'univers que des jeux, et puis la série du coup, non, on a très bien résumé ça. Alors oui, on va le dire tout de suite, mais en fait c'est vrai qu'à la base le sorceleur, donc c'est des bouquins voilà, qui ont donné en fait une série de jeux vidéo. Les jeux vidéo ont quelques liens avec les bouquins. Mais c'est pas totalement. C'est une suite, mais c'est une suite après, totalement imaginée. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est pas canon au bouquin. Ouais. Voilà, totalement. Et il y a eu donc la série, et la série était plus parti pris de l'adaptation. Donc voilà, plutôt que la suite des jeux. Oui. Voilà. La série, c'est l'adaptation des livres. Voilà, c'est l'adaptation des bouquins. Et ben, on va commencer tout de suite. Moi, j'avais une petite. On va commencer vos anecdotes, vos avis. Mais moi, j'avais une anecdote vis-à-vis donc de The Witcher, parce qu'il faut savoir que c'est en avril 2019 que tout a commencé, puisque c'est Netflix qui a fait un appel en fait pour produire la série, et en fait c'est sur Twitter que ça s'est emballé, puisque ça
c'est à ce moment-là que Henry Cavill s'est un petit peu mis dans le projet en disant moi je serais bien intéressé pour faire Geralt de Rive parce que c'est un gros geek de fou et finalement ça a pu se faire comme ça. Ensuite après il y a eu la présentation au Comic-Con, vous connaissez, bref le monde de la pop culture s'est un petit peu emballé avec ses tweets, ça a été vite acté pour que Henry Cavill prenne le rôle et malheureusement avec son retour dans le rôle de Superman, Je connais ça. Superman, Henry Cavill va quitter le rôle après la saison 3. Avant vos avis, j'aimerais avoir un petit peu vos réactions, surtout Gary et Kichi, qui sont assez affiliés à l'univers. Et Kichi, ton avis un petit peu sur... Alors, moi je sais pas si c'est réellement dû à son retour dans le DCU ou c'est parce qu'il y a des rumeurs aussi qui disent qu'il se serait brouillé avec le Netflix par rapport au scénario, etc. Donc est-ce que c'est... Parce que moi, je fais partie de ceux que ça... c'est pas que ça me gêne, mais je trouve ça dommage. Ok, tu peux être un acteur et interpréter deux personnages de la pop culture. Enfin, est-ce qu'il y a des contrats d'exclusivité ou est-ce que je sais pas, mais ouais, je trouve ça dommage. Et après, il y a des rumeurs qui disent que il se serait brouillé avec Netflix. Ou est-ce que c'est tout ça, c'est maquillé pour dire non, en fait, du coup, je vais aller chez DC. Je sais pas. Ouais, je trouve ça dommage. Donc ok, donc on est sur. En fait, je suis pas pour. Pas pour. Remplacer l'acteur quand il y a déjà des rumeurs sur un remplacement. C'est pas des rumeurs, c'est ouais, sûr. quand tu interprètes un personnage comme ça, il veut plus. Est-ce que c'est pas mieux de dire tant pis, on fait la 3e saison, parce que c'est et on arrête plutôt que de remplacer. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. D'accord, donc c'est plutôt bizarre pour toi. Gary, toi un petit peu ton avis sur le remplacement de Henry Cavill en la personne de Liam Hemsworth, qui est le frère de Chris Hemsworth. C'est nul. C'est nul. En fait, c'est comme moi si aussi, je sais faire quelques imitations, les amis. C'était Homer Simpson. Non, mais c'est comme si on nous remplaçait. Déjà, dès que t'es obligé de dire ce que t'es en train d'imiter. Attendez, jugez pas, les amis. J'ai Chirac sous la main, je peux le sortir à n'importe quel moment. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que des constatations. Mes chers compatriotes, bonjour. Non, je dirais c'est très dommage que Henry Cavill il était fait pour ce rôle. C'est vrai. Ah oui. Et pour moi, c'est très dommage qu'il quitte la série. Après, peut-être qu'il y aura une autre surprise avec le nouvel acteur, je sais pas. Oui, non, mais ça, oui. Mais comme, de par son engagement, de par en plus sa connaissance de l'univers, etc., qu'il était à moitié co-scénariste, enfin, je sais pas exactement, c'est ça qui fait que c'est dommage, parce que il était investi, il connaissait les trucs, il changeait certains. Donc on savait que ça allait être clean, en fait, quelque part. Mais je suis totalement d'accord avec vous, et d'ailleurs, je l'ai noté, moi, dans mes notes. Je suis pas un expert, mais justement, Henry Cavill en Geralt de Rive, ça fait partie des incarnations dites parfaites, en fait, d'un personnage de fiction à la réalité, tout comme Hugh Jackman le fait avec Wolverine. On est vraiment sur ce genre de personnage et c'est pour ça que la polémique du fait que Liam Hemsworth reprend le rôle, c'est que là on a plutôt l'impression qu'on coupe l'herbe sous le pied à quelque chose qui était déjà parfait, rien que déjà dans l'esthétique de la chose. On rentrera un peu plus dans le détail dans le scénario parce qu'il y avait des très bonnes choses dans la saison 1, un petit peu moins dans la saison 2. Vos avis maintenant. Bon, Lucas, t'as vu le premier épisode quand même ouais. Mais bon, c'est en demi-teinte. C'est pas ton univers, j'ai l'impression. Du peu que j'ai vu, non, si, ça me plaît. Après, bon, je me dis, il quitte une cape pour remettre une autre cape. D'accord. Voilà. Non, mais en vrai, non, après, en fait, je me dis qu'on peut pas forcément se faire d'avis tant qu'on n'a pas vraiment vu d'image de Liam Hemsworth. Ouais. Parce qu'on peut avoir une bonne surprise, comme on peut avoir une belle merde. Mais on peut avoir une belle surprise aussi. Donc en fait, il faut vraiment attendre. Et après, si ça se trouve, ils vont peut-être garder quand même contact avec Henry. Le bon Henry. Henry. Non, ils vont peut-être le garder, c'est genre producteur exécutif ou consultant ou quelque chose. Hein. Ça, peut-être ce qu'ils peuvent faire. Hein, j'espère sincèrement qu'il sera derrière. Vu qu'il connaît quand même l'univers, ça leur serait bénéfique justement plutôt que de tout lâcher avec lui et de partir sur des saisons qui risquent d'être un peu moins folles. Donc, je suis assez d'accord. GG, toi un petit peu ton avis. Alors déjà sur The Witcher, c'était un univers qui te plaît, qui t'intéresse, que tu connaissais d'avant. Je sais qu'on en a parlé parce que le fait que c'était le 3e opus de la trilogie de la fantasy. Justement, raconte-nous un petit peu ton rapport à tout ça. The Witcher, c'est quelque chose qui arrive trop tard dans ma vie. D'accord. Contrairement au Seigneur des Anneaux et à Game of Thrones, ou Game of Thrones, surtout c'était surtout les séries. Bref, ça arrive un peu tard parce que j'ai sur une étagère chez moi le bouquin, le premier sorceleur, et je l'ai jamais ouvert. J'ai dans ma bibliothèque Steam les 3 The Witcher et j'ai dû y jouer 1 heure.
Et là, donc, c'est pareil, j'ai dû regarder 4 épisodes de la première saison de The Witcher, et ça me plaît, c'est un univers qui me plaît, etc. Mais je sais pas, j'ai l'impression que j'irai pas plus loin. Alors, ok, Henry Cavill, il est impeccable là-dedans, mais il est impeccable aussi en Superman. Alors après, moi, je pense que c'est un faux débat de ne pas pouvoir faire les deux en même temps. Je me souviens d'un Michael J. Fox qui s'est cramé à faire et Retour vers le futur et être dans une série en même temps, à taper des heures de ouf. Et voilà, c'est juste des producteurs qui doivent se mettre d'accord sur les heures qu'ils allouent et comment tu. Enfin, c'est une question de planning, mais c'est du vent de dire que c'est pas faisable, à mon avis. Donc, The Witcher, ouais, non, hyper intéressant. Enfin, l'univers a l'air hyper vaste et peut-être trop, justement. Enfin, moi, j'ai vu 4 épisodes et c'est quand même beaucoup de setup. Et franchement, je sais pas où tu vas m'emmener. D'accord. Donc, est-ce que je vais me laisser prendre par la main jusqu'au bout? Je sais pas. On verra si, avec le discours de Ikichi Igari, ça te donne envie d'aller plus loin. Moi, la saison 1, je l'ai regardée complètement et je l'ai plutôt bien appréciée, en vrai. On l'a regardée ensemble, Gary, à l'époque où elle était sortie, on l'a regardée en une journée. Le gros truc, grosse révélation de la saison 1, c'est le fait qu'on soit sur différentes timelines C'est ça, je pense, en même temps. problème, entre guillemets. Toi, tu le vois comme un problème? Ouais, Moi, je le vois... comme dit GG, il a du mal à le voir, à voir où ça emmène. Et je sais que ça a beaucoup été critiqué. Et comme c'est pas expliqué, mais moi je l'ai compris tardivement dans la série que c'était des chronologies différentes, parce qu'il y a des moments où je me disais mais attends, c'est un flashback. Certaines scènes c'est un flashback ou non. Et en fait j'ai compris vraiment vers la fin que les 3 personnages avaient des timelines différentes. Donc c'est amené différemment. Ils auraient dû peut-être donner une info ou à chaque fois qu'on passe sur un personnage, donner une date, un truc comme ça, pour qu'on comprenne. Moi j'aime bien ce twist du fait que justement on l'apprend plutôt en fin de saison, ou tu le comprends plutôt en fin de saison, parce que ça fait à la fois un twist sur le côté évolution des personnages, mais aussi dans la façon de raconter. Tu te dis ah ouais, donc finalement dans la narration on a essayé de me duper, mais aussi ça fait en fait un côté intéressant vis-à-vis des personnages, puisqu'ils évoluent pas en fait en même temps. Ouais, c'était un parti pris. Et ça j'aime bien. Tu vois, moi j'ai vu le premier épisode et en fait je pense que alors je trouve que c'est moins vaste que les autres univers que on a cités déjà. Mais par contre, le truc de la temporalité, en fait, je trouve que ça te perd un peu parce que t'arrives pas forcément à te situer, à savoir qui est-ce que tu suis ou où est-ce que t'es. Je pense que c'est le seul truc qui perd un peu. Je suis d'accord. Jérôme, tu voulais rajouter ça aussi? Ah non, mais du coup, là, vous me l'apprenez. Je savais qu'il y avait un problème de time-lapse ou de trucs comme ça, mais moi, je me suis dit que c'est juste qu'il allait y avoir une ellipse tempo et puis c'est tout. Mais du coup, si l'ellipse, elle a lieu, en fait... à chaque personnage en fait. En même temps, à chaque fois que tu switches d'un perso à l'autre, non, ça c'est ouf. Par contre, mais l'idée est pas. Ça, je dis pas que l'idée est putain de bonne idée. Oui, attends, mais ça peut perdre. Voilà. Moi, tu vois, j'aime les mecs quand ils me font un film et qu'ils me le mettent pas dans l'ordre à la Tarantino. Donc bon, à la limite, moi ça va pas trop me déranger. En revanche, du coup, ça explique pourquoi j'ai du mal peut-être à suivre aussi. Ah oui, parce que je me dis et que du coup, j'ai l'impression d'être surtout dans un setup. Parce que je me dis, mais à quel moment la gamine elle va le trouver, Gérald, quoi, tu vois? Justement, pour bien comprendre la saison 1, en fait, il faut la regarder 2 fois limite. C'est ça, oui, c'est ça. Carrément, ouais. Ouais, mais j'ai pas le temps. Parce que j'ai regardé avec une personne qui avait jamais rien vu et elle comprenait pas. Non, ou alors il faut que la personne regarde en sachant tout de suite que chaque personnage fait comme si c'était pas en même temps. Et la personne elle est au courant, je pense qu'après elle peut. Il y a personne qui a fait une version montée. Découpée, coupée, c'est ça. Non, parce que chaque que, personnage. Non, parce qu'ils font ça. Je sais que pour Memento, par exemple, il y avait eu. Incroyable. Il y avait eu une version du film montée vraiment dans l'ordre. Ça c'est fou ça. Et d'ailleurs. du coup, le film perd beaucoup de son intérêt. Ah bah oui, totalement. Voilà, c'est pareil. Tu dois pouvoir trouver aussi Pulp Fiction dans l'ordre. Ça doit être chiant à mourir. Je pense qu'il n'y a pas Irréversible où ils ont fait ça aussi il n'y a pas longtemps. Irréversible, mais je crois que la version, c'est Gaspard Noé qui l'a fait. Ouais, je crois que c'est il n'y a pas longtemps. Elle est remontée exprès, je crois. Donc on s'égare là, les amis. Donc pour revenir à The Witcher, sur la saison 1, toi Gary, quel est un petit peu ton avis? T'étais content quand t'as vu la série? Tu as trouvé que c'était une bonne adaptation, ce genre de choses? Dis-nous. J'ai vu la série avant un livre, je crois. D'accord, ok. Mais sans adaptation, de base, la saison 1, je la trouve très, très bien. Après, comme j'ai dit, il faut la regarder 2 fois, je pense, pour bien la comprendre. D'accord. Mais une fois que tu comprends tout, tu apprécies vraiment beaucoup plus la série. Ok. Après, une bonne adaptation,
Ça respecte pas franchement le bouquin, parce que le bouquin il est très dur à adapter, je pense. D'accord. Mais parce que déjà les 3 timelines, c'est pas du tout dans les livres. Alors déjà de base, si tu fais les 3 timelines différentes, bah tu as un bout du livre 1, un bout du livre 3, un bout du livre 2, t'as un peu de tout, tu vois. Oui, totalement. Oui. Et par exemple, là, on va parler d'adaptation. Je sais qu'il y a un truc qui a été énormément reproché sur le début de la saison 2, c'est qu'il y a vraiment des gros dérives par rapport au bouquin, genre des persos qui meurent, mais genre pas du tout trop rapidement, quoi, par exemple. Oui, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais on voit que dans la saison 2, ils prennent totalement le chemin de on fait notre version, tu vois. D'accord. Parce que comme je disais, les livres en réalité c'est très compliqué à adapter, parce que l'auteur a une façon d'écrire assez particulière. Genre, il passe beaucoup de temps sur des personnages que tu verras qu'une seule fois. Et tu peux pas le faire sans série, je pense pas, tu vois. Non, totalement, c'est pas possible. Tu passes vraiment des chapitres entiers à décrire la vie d'un personnage qui va servir juste pour une scène avec Geralt, et c'est tout. Tu le verras plus jamais après. Tom Bombadil, si tu nous écoutes. Après ça, mais après la saison 2, j'ai aussi très bien aimé, mais c'est vraiment la série prend la direction qu'elle veut maintenant. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour la saison 2, moi, ce que j'ai surtout remarqué dans les épisodes que j'ai vus, c'est qu'il y a un vrai effort et on sent que Netflix a vraiment mis les moyens sur cette saison 2. Ils ont fait un gros test avec la saison 1. Il y avait vraiment des effets spéciaux où là, tu étais en mode ça pique les yeux quand même. Alors que là, sur la saison 2, on a des passages, ça te claque la rétine. Carrément. Ah ouais, super. Vraiment. Vraiment. En vrai, saison 1, tu regardes l'épisode de la Strige, tu vas être sur le cul, je pense. Pourquoi il est génial l'épisode. Oui, c'est clair que oui, l'épisode, mais vraiment. Tu sens qu'il y a un costume, quoi. Tu vois, c'est pas que du FX. Oui. Et non, l'épisode de la Strige, quand on m'a servi ça, je me suis dit, ah ouais, il y a ça dans le jeu vidéo, je suis pas tombé dessus. Non, mais la Strige, c'est le premier chapitre du premier livre. Si tu le lis un jour, le premier chapitre, c'est la Strige. Ok. Mais moi, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y a un vrai glow-up entre la saison 1 et la saison 2. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi, Eikichi. Oui, mais c'est souvent, je pense, les saisons 1 sont souvent des pilotes, on va dire, et ils ont toujours plus de budget, je pense, après dans les saisons d'après, comme Game of Thrones, tout ça. Donc, je pense que oui, il y a eu un glow-up. Oui. C'est peut-être la période à laquelle ça a été fait aussi. C'était Covid, je crois. Netflix n'avait pas l'aura qu'il a maintenant. Ah, aussi. si, quand même. Tu vois. On est quand même sur une ère de Netflix qui est post-Daredevil. Au moment où ils font Daredevil, Netflix, là, ils sont en plus bas. C'est entre guillemets, c'est vraiment le gros pari. Si on arrive et bam, on va claquer Daredevil, série Marvel, ultra réaliste. Il faut que ça soit en fait notre série qui nous dise les gens ils vont acheter notre abonnement. Au moment où ils font The Witcher, Netflix est déjà bien installé, ils ont déjà un petit peu globalement une sorte de formule qui marche bien, parce que Netflix a totalement une formule pour ses productions, donc on le sait très bien, quelque chose qui veut froisser personne, tout beau, voilà, et puis des adolescents partout en voiture, voilà, et quand ils arrivent avec The Witcher qui est un peu plus crado, etc., ils prennent aussi un nouveau parti pris, mais ils sont déjà très bien installé en termes de la pop culture. Mais par contre, vis-à-vis de The Witcher, la saison 1, on sent qu'il y avait des vraies ambitions, liées sûrement, à mon avis, au fait que Henry Cavill, il a dû leur dire, bon, je veux bien me déplacer, mais il faut que ça soit quand même pas mal. Mais sur le plan FX, par exemple, le dragon, c'est vraiment en dessous, à mon avis, de ce que je pense la série pouvait offrir. Et par contre, dans la saison 2, il y a un step-up qui est fait. Le premier épisode, la réalisation, c'est d'une masterclass. Il y a des phases de combat, en tout cas dans la saison 2, même si dans le premier épisode, il y en a aussi, avec la caméra qui suit l'épée et tout ça, c'est super bien foutu. Mais dans la saison 2, il y a vraiment des phases où tu es devant l'épisode et tu fais « Ah ouais, là c'est beau ». Là, j'ai vraiment envie de continuer. Après, je rejoins vraiment Jérôme sur le parti pris de dire l'univers est vaste et c'est genre très très vaste. Et déjà d'une, c'était un gros truc qui m'avait gêné moi dans Game of Thrones au tout début. C'est pour ça que j'avais commencé Game of Thrones, arrêté puis repris. Là, c'est un peu le cas avec The Witcher. T'es en mode, t'es paumé quoi. T'es dans cet univers-là et d'un coup, il y a des trucs qui pop, des machins, des civilisations, des peuples. Il y a un empereur qui arrive et qui veut tout buter. T'as beaucoup de royaumes que tu connais pas. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et là, t'es devant, tu fais oh, qu'est-ce qui m'arrive dans la gueule. Et c'est un peu le reproche qu'on pourrait dire globalement sur la heroic fantasy à l'heure actuelle. Soit tu adhères pas, mais c'est un peu le reproche qu'on a dit sur les 3 émissions, si vous faites le calcul de cette trilogie. C'est que
ça peut être un motif d'arrêt de la série ou même genre une grosse pause quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Ikichi. Oui, complètement. Moi, la saison 2, je l'ai pas terminée parce que j'ai pas réussi à me mettre dedans. Pourtant, sur le papier, c'est vrai qu'elle a tout pour me plaire. Heroic Fantasy, un peu occulte que les autres séries d'Heroic Fantasy n'ont pas. Le côté un peu paranormal, surnaturel, etc. Mais j'ai pas réussi. La saison 2 m'a pas accroché. Faudrait que je reprenne. Je me forcerai pas. Mais j'ai pas eu ce truc. J'ai pas eu cette petite étincelle qui m'a dit ouais, continue. Alors que pourtant, effectivement, sur le papier, il y a tout pour plaire. Et moi, le côté univers vaste, je le ressens beaucoup moins que pour les Anneaux de Pouvoir ou Game of Thrones pour le coup. Mais après, oui, je sais que Toi, t'es l'univers pas est paumé quand tu regardes la série. Non, parce que je suis plus le personnage de Geralt avec les 2-3 trucs à côté, mais beaucoup moins que Game of Thrones ou les Anneaux de Pouvoir. Enfin, je trouve, moi, personnellement, parce que moi, j'ai découvert The Witcher qu'avec le jeu et le 3, et j'ai pas été spécialement paumé. Après, oui, peut-être qu'il y a, comme tu dis, des royaumes qu'on connaît pas. Mais s'ils en font mention mais qu'ils n'ont pas d'intérêt dans le truc, je vais pas y porter attention, donc ça va pas me perdre en fait. Ok, Gary. Non mais t'as un peu raison parce que on a déjà dit, mais pour bien comprendre ces séries-là, il faut la regarder souvent plusieurs fois. Tu vois, La Roue du Temps, une petite parenthèse, La Roue du Temps, j'ai dû regarder 2 fois pour bien comprendre aussi. D'accord. Ok. La Roue du Temps, potentiellement une série qu'on parlera dans une autre phase. On a beaucoup entendu parler, ouais. Pareil de l'Heroic Fantasy. Mais oui, c'est vrai que ces séries, si tu comprends pas un truc, t'es paumé après. Je l'avoue. Mais... Non, mais c'est clair. Et justement, vis-à-vis de la saison 2 toi, de The Witcher, qui toi a réussi à la finir, est-ce que tu la trouves meilleure que la 1 ou pas? Meilleure? Non. Parce que pour la 2, ils ont vraiment créé une histoire originale, qui est que dans la série. D'accord. Donc, ça plaît, soit ça plaît pas. Moi, perso, ça m'a pas gêné. D'accord. Mais voilà, je peux comprendre que certains n'aiment pas la saison 2 pour l'adaptation parce qu'ils ont vraiment créé une histoire originale dans la saison 2 qui reprennent quelques bouts du bouquin, mais dans l'ensemble c'est 90% d'histoire inventée. Okay. Mais comme les jeux au final, et c'est bien aussi. Oui, les jeux, comme vous l'avez dit en introduction, c'est une suite inventée des bouquins. Tu peux te permettre de faire ce que tu veux, entre guillemets. Donc, ok, Jérôme. Du coup, question, la saison 1, elle reprend tous les bouquins. Et du coup, elle intrique les différentes temporalités sur, toute la saga ou alors il y a juste genre les 2 premiers livres et puis ils sont gardés le reste pour plus tard. Si un jour tu lis le livre 1, en fait le livre 1 c'est un chapitre, c'est Geralt et défonce un monstre. Du coup ça, on retrouve quelques-uns de ces chapitres dans la saison 1, mais tout le reste, l'histoire de Ciri et de Yennefer, ce n'est pas dans les bouquins ça. Ça, c'est inventé dans la série. D'accord, ok. Ciri, elle est dans les jeux quand même. Ciri, elle est dans les jeux quand même. Oui, dans les jeux, mais le parcours entre la chute de Sintra jusqu'à Khartoum, Geralt, ça c'est inventé. Et pareil, Yennefer, tu sais dans le bouquin qu'avant, elle a pas eu une vie un peu de merde, mais tu sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Okay. Et justement, ces 2 arcs ont été rajoutés par la série. Mais bien ajoutés, je trouve. D'accord, ok. Donc ça, c'est vraiment des plus que la série a pu faire. Et justement, l'auteur, il est plus ou moins proche en fait de la série ou pas du tout? Il est pas consultant comparé à George R. Martin ou non? Je sais même pas s'il est vivant encore. Ah putain, tu t'es fait une boulette. Non, je crois qu'il l'est. Je crois qu'il l'est. Il est polonais, c'est ça? Oui, il est polonais. Oui, c'est un auteur polonais. Andrzej, je sais pas quoi. Ouais, un truc comme ça. Non mais quelle condescendance. C'est ce que j'allais dire. Polonais tout de suite contre le ski. Regarde, attention. Ouais, non mais un truc en ski. J'ai pas eu vent qui participe à la série en tout cas. Peut-être au jeu, mais la série. En fait, je sais même pas parce que bon, les jeux, bon ça, Lucas, tu maîtrises un peu plus. Hein, c'est CD Projekt qui est derrière. Ouais, un peu. Non, tu y as joué ou pas? Tu connais? Alors j'ai fait un peu le. En fait, c'est moi, mon rapport à The Witcher, c'est un peu comme GG. J'ai le premier bouquin, j'ai les 3 jeux sur la console. Mais jamais, J'ai les ai lancés 1 heure à tout péter, 1 ou 2 heures. Mais j'ai pas été plus loin. D'accord. C'est le 3 qu'il faut faire surtout. Oui, c'est le meilleur. Non, mais tout le monde dit ça. Mais bon, moi, j'ai pas peur de faire du rétro gaming en jouant au premier, tu vois. Et oui, moi, ce qui m'a choqué, c'est le côté combat qui était hyper rigide, etc. dans le 1. Mais après, voilà. L'histoire m'a pas dit tiens vas-y allez passe ta life là-dessus mec, tu sais t'as pas autre chose à faire. Non mais je comprends. Mais je trouve le 3 ressemble beaucoup à God of War, je trouve.
D'accord. T'as un monde ouvert, C'est tu, ça, il a plus- tu il peux est faire ce que plus, tu veux euh, comme ça. mission, tu récupères des objets, tu te fais ton armure, Ouais, c'est tu fais vraiment... des QTE partout, c'est ça? Des quoi? Non, et puis les QTE sont moins présents dans les nouveaux God of War, mais ça ressemble beaucoup plus, comme Gary tu l'expliques, on pourrait penser à un RPG, voilà, où monde ouvert, tu récupères des stuff, Monster Hunter. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, Monster Hunter, un peu ce genre de bail. Vous voulez rajouter quelque chose vis-à-vis de The Witcher par rapport à la série? Oui, Jérôme, j'aime beaucoup. Moi, j'avais une question pour Ekichi, notamment, parce que a priori, The Witcher, ça passe. House of Dragon, ça passe. Pas Lord of the Ring. Et je me suis demandé si c'était parce que dans Lord of the Ring, il n'y avait pas de miche et de scène de sexe. Alors, non. Alors, au risque de te surprendre, Lord of the Rings, ça passe plus que The Witcher. Parce que, comme je disais, j'ai du mal à. Pour une raison que même moi, je n'arrive pas à expliquer, que j'ai du mal à me mettre dans l'univers. Alors que Lord of the Ring, oui, il y a eu des épisodes un peu longués. Oui, j'étais là, c'est quand que ça démarre. Mais j'étais dedans, j'étais avec les personnages. Dans The Witcher, j'arrive pas à avoir ce truc de rentrer dedans. J'y arrive pas. Il faudrait que je revoie la saison 2. Que je la termine surtout, mais ouais, non. Donc si je dois faire un classement, c'est forcément mon Game of Thrones / House, Lord of the Ring et The Witcher. Donc Ok. désolé. Non mais c'est désolé. Non mais en vrai je peux comprendre, Mais genre Ikichi, là toi t'as une bonne réflexion. Est-ce que tu recommencerais la saison 2 ou tu reprendrais la saison 2? Je la reprendrai dès le début. Non, je la reprendrai depuis le début. D'accord, ok. Donc bon, ça va Parce alors. que c'est un moment que j'avais arrêté parce que manque de, je sais pas, j'arrivais pas à me Manque mettre d'entrain. dedans. Ouais, c'est ça. Peut-être trop le côté aussi peut-être quête annexe, je trouve. Il y a beaucoup ça s'éparpille un peu. Alors ok, dans le jeu il y a des quêtes annexes, c'est très bien. Non, mais ça fait trop filler du coup. Peut-être, ouais, il y a beaucoup d'épisodes où oui c'est bien, mais alors ça étend l'univers, etc. Mais pour moi manque d'intérêt de trame principale en fait dans The Witcher. Pourtant c'est une création originale, donc Oui, normalement oui. ça devrait aller plus rapidement. Ouais. Je sais pas, je dis ça comme ça. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment envie, moi aussi, de reprendre. Est-ce que pour vous, il y a un moment fort en fait dans la série que vous avez envie de parler justement? Voilà, moi je voulais parler de l'épisode justement avec la Strib. La Strige. La Strib. Voilà. La Strige, c'est vrai que cette scène, le combat avec la Strige, c'est trop bien. Ouais, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé et je pense qu'à mon avis, ils ont dû vendre la série avec cette scène-là en disant ah ça on va faire des saisons dessus quand même. Il y a une autre scène pour vous? Ouais, en termes ouais, grave. Ouais, super. Ouais, mais tu sais, il arrive sur Krypton, il trouve le costume. Ah Merde. Mais toi qui as l'épisode 1, Il y a peut-être Le combat à la fin. voilà, tous les combats avec Henry Cavill qui arrache des têtes, tout ce que tu veux, c'est... Oui, en fait, voilà, ouais, c'est non, incroyable. les scènes de combat sont quand même stylées, ça on peut rien enlever. Ah oui, non, franchement, Oui. ça y a pas. Sur le premier épisode, moi je me suis fait la réflexion, les combats, etc. et le côté graphique que ça avait au niveau des giclets de sang et tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à la série Spartacus. Dans le comment il s'est J'adore. dans la façon de le réaliser. Ok. Je me suis dit tiens on dirait Spartacus. Mais c'est un peu ça. Il y a un peu de Spartacus. D'ailleurs, Spartacus, mais une des meilleures séries que j'ai pu voir. Franchement, j'adore cette série. Vous l'avez vu les Bah gars non, mais j'en ai énormément entendu parler. Putain, et ça donne envie de regarder. C'est Des trop éloges, bien. des éloges. Spartacus, c'est trop bien. Vraiment. Même le spin-off qu'ils avaient fait uniquement, genre, c'était les rois des gladiateurs ou un truc comme ça. Non, l'arène. Oh, je sais plus. Bref, Ouais, les rois de la... les dieux de l'arène. Les dieux de l'arène. Je crois, je suis pas sûr. C'était quand même bien en dessous, mais oui, ça parlait des gladiateurs Ouais, mais- avant Spartacus. Mais en fait, c'est ça. c'était sorti entre la saison 2 ou la saison 1 et la saison 2 parce que déjà l'acteur était décédé, le premier acteur de Spartacus. Et en fait, après, ils ont sorti les dieux de l'arène parce qu'ils introduisaient en fait le personnage principal des dieux de l'arène dans la saison 2 de Spartacus qui revenait en fait. C'était assez intéressant. Spartacus, regardez Spartacus les gars. Alors par contre, pas public vraiment parce que là, Tout seul dans votre coin, hein. tout seul. Avec les écouteurs. Ah ouais. Voilà, parce que là tu parlais de miche, de scènes de D'accord. sexe, Bon, bah, je etc. regarderai alors. Ah non mais Merci GG. cette scène où le maître du Ludus est juste tranquillement en train de parler avec sa femme et il se fait pomper par une par une esclave. Ouais. Et tranquille, il est comme ça. Oui, non, mais tu sais, c'est compliqué de diriger un Ludus, Ah, Lucrezia. hein. ça devait être Et, une et- bonne et non, mais époque. et là, t'es là, et après, là, attends, mais il y a un truc qui bouge là. Et là, ah d'accord. Et il parle à sa meuf. Moi j'ai pas Comme du ça, tout, normal. j'ai pas Belle du époque. tout, j'ai Celui-là, pas du tout cette scène-là. Ah, mais moi, la scène vraiment de l'orgie sur du gros métal dans la saison 3, ça c'est incroyable, vraiment. Vous avez des timecodes, c'est pour un pote.
T'inquiète, tout est sur Reddit. Non, non. Non, mais en vrai Spartacus, c'est vrai que c'est une des rares séries de Stars où vraiment il y avait ce côté brut de décoffrage, hein, sur du bon métal. Mais rien que déjà du métal sur une période Gladiator, je trouve que c'est une bonne idée en termes de mise en scène. Ouais. Et puis il y a une DA qui est différente de ce qu'on a pu voir. C'était on avait l'impression de retrouver ce 300 un petit peu avec ce filtre qui était devant, mais il y a un côté où vraiment tu sais que les acteurs sont sur du fond vert, mais ça passe, les environnements, ça passe, c'est bien fait. Et franchement, je vous conseille de regarder Spartacus. Voilà, on a un peu dérivé sur le côté heroic fantasy, parce que là c'est plus historique, voire même un peu historique librement, hein, parce que bon, je pense pas que c'était vraiment comme ça. Il y a eu révolte des esclaves, etc. Exactement, oui, mais voilà. Et puis bon, quand même dans le côté quotidien, etc. Tu vois, comment est organisée une ville romaine et comment vivent les citoyens et pas les autres. Non, franchement, je trouve que c'est pas si mal. Oui, quoi. mais pour un prof de latin, je vois pas le gars arriver en disant bon, écoutez, les élèves, les enfants. Premier cours, nous allons regarder le premier épisode de Gladiator. Non, le premier épisode de Spartacus. Spartacus, alors, pardon. je pense pas que ça va le faire. Par contre, le mec qui va dire on va regarder le premier épisode de Rome, ça passerait mieux, tu vois. Carrément, Oui, peut-être. en termes de reconstitution historique, etc. Et puis, il y a quand même un peu moins de cul dans Rome, quand même. Rome, tu peux sauter les scènes de. Il faisait de pareil dans Gladiator, du coup. On On peut peut sauter On peut beaucoup. sauter du cul dans Rome. Ah là là, elle est pas mal, GG, elle est pas mal. Revenons à The Witcher et à notre sorceleur, les amis, parce que on s'égare là. Peut-être qu'un jour on fera vraiment une émission sur Spartacus. Qu'est-ce que tu veux rajouter, mon Gary, sur The Witcher? T'as envie de parler des bouquins, non? Une petite anecdote. Oui, vas-y. Alors, s'ils continuent la série, s'ils adaptent bien les bouquins, il devrait y avoir une scène tournée à Pont-sur-Yonne. Voilà, proche de notre contrée. J'ai déjà voilà. entendu ça. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Bah moi plus ou moins, mais vas-y, Parce qu'il y a un raconte-la. pont cassé. Ça rentre en compte. Non mais, parce que série, si vous continuez la série, vous allez savoir, bon spoiler, elle a des pouvoirs qui vont lui permettre de voyager entre les mondes. Bon, un autre point pour ça que j'aime bien The Witcher, c'est Dark Fantasy, mais aussi très science-fiction, tu vois. Et au début, elle maîtrise mal ses pouvoirs, puis elle se retrouve un peu n'importe où dans l'univers, ou dans un univers parallèle, on sait pas trop, tu vois. Et à un moment, elle arrive dans un endroit, avec dans un petit village, avec un grand pont en arche, avec la rivière qui coule en fond de vallée, nanana. Donc elle est dans une auberge, donc elle parle, mais elle comprend pas la langue, puis à la fin, elle se barre. Puis ça met, on était à Pont-sur-Yonne, entre Auxerre et Montreux. Là, tu fais quoi? Alors, anecdote. Ok. Il faut savoir quand même que quand il y a des détails comme ça, c'est parce que l'auteur est passé là. a été là. Et... En tout cas, voilà. Et c'est fou de se dire ça. Et il a décrit le pont en arche, tu sais, c'est un pont en Pont-sur-Yonne. en fait. Anecdote, parce que bon, on est de Bourgogne, on va pas se le cacher. Et une autre anecdote dans notre côté que je n'ai pas dit dans l'épisode de House of the Dragon, et j'aurais dû le dire. Mais au moment de la sortie de la saison 2 de Game of Thrones, George R. R. Martin a fait une seule dédicace, dans une contrée, dans notre fief bourguignon, à Dijon, dans une toute petite librairie. Et c'était full blindé. Voilà, et il faut savoir en fait que c'était impressionnant d'ailleurs de voir. Et si vous tapez George R. R. Martin Dijon, il y a des photos. C'est quand même hallucinant de le voir dans une toute petite librairie de centre-ville. Voilà quoi. Donc pour anecdote, un peu tout ça quoi. Donc là, un jour, Ciri sera à Pont-sur-Yonne. Voilà, un jour. Et il y avait des théories qui disaient comme quoi Ciri, vu qu'elle voyage entre les dimensions et le temps, etc., qu'il est possible qu'elle atterrisse en fait tout simplement à Night City. Parce qu'il y a un moment où elle voit des voitures volantes. Dans le jeu. Ouais, dans le jeu, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, dans le jeu, il y a une référence où elle arrive dans un endroit un peu chalou et que les gens ils ont des casques, tout ça. Voilà, donc c'est Cyberpunk 2077 qui est l'autre jeu de CD Projekt. Voilà. D'accord. Donc en fait, Ciri, c'est America Chavez. C'est America Chavez ou Doctor Who. Ouais, c'est à peu près pareil. C'est le Tardis Ronel. C'est ça. Donc voilà. Ou l'intelligence artificielle de l'iPhone. Yes. Yeah. Yeah. Bravo. Donc voilà. Et Kichi, tu veux rajouter quelque chose? Bah sur ouais, The non, Witcher très bonne série, très bon univers. Bon, qui est pour moi le troisième sur le podium des trois, mais voilà, il faudrait que je m'intéresse un petit peu plus. Mais il y a une très grosse communauté. Voilà, dommage qu'Henry Cavill ne continue pas. À voir où ça nous mène, mais non, voilà, une très bonne série, Heroic Fantasy. Faisons un bilan.
de cette trilogie de la fantasy, les amis. Pour vous, qu'est-ce que l'on doit retenir de ces 3 créations qui parlent d'Heroic Fantasy? On va commencer avec Jérôme. Eh bien, ce qu'il faut en penser, enfin moi ce que j'en pense, c'est que The Witcher, c'est peut-être parce que c'est un peu plus ancien, mais je trouve que c'est quand même en dessous des 2 autres. Après, si le but c'est de faire ressentir ce qu'était l'Europe au Moyen-Âge, etc., où c'était un peu crasseux, noir et tout ça, la direction artistique, elle le fait très très bien. Mais pour le côté fantasy, du coup, voilà, on serait peut-être plus sur de la dark fantasy. Alors que les 2 autres, on est sur de la fantasy où ça va, c'est cool, quoi. Et après, donc je vais me répéter, mais voilà, le Seigneur des Anneaux, enfin les Anneaux de Pouvoir et House of the Dragons, ils ont chacun des qualités, des défauts, et les qualités qu'a l'un, et l'autre l'a pas, et etc. Donc après, c'est à vous de savoir ce que vous aimez dans la fantasy ou dans les histoires qu'on vous raconte en général et comment c'est fait. C'est ça qui vous dira vers quoi votre cœur tend. Ok, Lucas, malgré que tu n'aies pas beaucoup participé, etc., plus sans vanne, est-ce que quand même, ces 3 épisodes que l'on a fait sur de l'Heroic Fantasy, ça t'a donné envie de te plonger dans un des univers, et genre lequel tu ferais en regarde, premier? j'ai regardé le premier épisode. Oui, de non, mais genre vraiment où un Non, univers en où vrai, tu voudrais finir quoi, la saison ou la série ou... En vrai, je Et pense pourquoi que- Game of Thrones? Désolé, désolé Kichi, ce sera The Witcher pour ma part. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est peut-être l'univers le moins vaste et celui qui me perd le moins par rapport aux autres. Ok, je comprends. Donc peut-être parce que j'ai plus d'attache par rapport au fait que ce soit qu'il y ait des bouquins, les jeux vidéo et ça. Je sais pas, mais je pense que c'est celui que je risque le plus de finir que les 2 autres Ok. que je ne risque peut-être pas de commencer. C'est super cool, eh ben, je comprends. Et Kichi? Moi, ce que je retiens, c'est qu'on est sur 3 séries donc adaptées de bouquins et que c'est soit inexistant ou très très rare les séries Heroic Fantasy originales. Parce que est-ce que La Roue du Temps c'est un bouquin aussi, il me semble. Oui. Gary, ouais. Donc on est vraiment sur des adaptations. Alors les 3 sont de très bonnes adaptations avec des libertés, etc. Mais est-ce qu'un jour peut-être on aura une vraie série Heroic Fantasy originale? Je sais pas si un jour ça serait compliqué. Ils savent pas faire. Bah oui, je pense que voilà, autant s'appuyer sur des matériaux parce qu'il faut créer complètement un univers. Hein, quand Ils ont essayé de le faire avec Game of Thrones saison 7 et 8. oui, parce qu'ils n'avaient pas la suite. Ouais. Donc, mais sinon, non, voilà, je pense que. Et je sais pas s'il y a d'autres pépites en bouquin à droite à gauche encore Oui. inadaptées, mais voilà, à voir par la suite. On verra et on en parlera sûrement un jour possible. Gary, toi, si on doit retenir un petit bilan de cette trilogie de la fantasy. Un petit bilan, je dirais que le format série pour ce type d'œuvre, c'est le format parfait. Avant, on faisait plutôt des films adaptés, mais c'était pas terrible parce qu'on n'avait pas le temps. Mais là, en série, je trouve que c'est vraiment agréable. On prend le temps. On prend le temps. Et moi, cet univers-là, j'en mange tous les jours et je leur demande, tu vois. D'accord. Ouais, Donc, je peux comprendre. J'adore les 3 séries et j'espère qu'ils en feront beaucoup d'autres. Et voilà. Donc, je comprends. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que quand on adaptait de l'heroic fantasy en cinéma, on avait de la frustration parce que les personnages n'étaient pas assez développés, ou on était obligé de sortir des versions longues pour combler, on va dire, un gros manque sur certaines choses. Exemple, le Seigneur des Anneaux, ou voire même, je pense quand même, le Hobbit, parce que l'histoire du 2 change complètement. Justement, le Hobbit, t'as pas trop ce problème parce que vu que le bouquin est très court, en film ça passe. En 3 trilogies, t'en rajoutes même beaucoup. D'accord. Et ça passe. Le Hobbit, ça passe. D'accord, ok, bon, le Seigneur des Anneaux, alors on va dire, mais exemple, ça c'était l'exemple parfait. Après, là, avec les séries, on développe les personnages, on a le temps d'aller un peu plus loin. Le seul truc qui peut poser problème, et encore, Game of Thrones et les Anneaux de Pouvoir font évoluer les choses, c'est potentiellement le manque de budget qui potentiellement peut rendre des fois l'univers un peu kitsch, comme dans The Witcher sur le coup du dragon. Quand on voit un épisode de House of the Dragon, il y a zéro moyen que ce soit kitsch. Oui, c'est tellement bien fini, c'est tellement en tout cas toi, Jérôme n'est pas d'accord avec moi sur les effets spéciaux. Non, sauf quand il y a un filtre dégoûtant pour faire une nuit américaine, quoi. Le truc le plus simple, on va dire, allez. Oui, c'est ça, le truc le plus simple, t'as pas été foutu de le faire correctement. Après, tu vois, The Witcher, c'était une scène, on le verra plus jamais, alors je pense qu'ils sont pas trop fait chier. Non, mais c'est clairement pour ça. Mais voilà, mais par contre, c'est vrai que quand on voit les Anneaux de Pouvoir à 250 millions la saison,
Voilà, c'est clairement ça. Rappel, Kaamelott, 15 millions chez nous. Il arrive à faire un beau boulot quand même, je tiens à signaler, pour de l'heroic fantasy, en tout cas pour un film de 2 heures. Donc c'est quand même beau. Là, sur une saison qui dure 8 heures, on est à 250 millions, même si on fait le rapport temps, argent. On va dire les 2 heures coûtent plus cher que n'importe quoi, donc c'est fou quoi de se dire ça. C'est un autre game, c'est clairement un autre game. Pour vous, pensez qu'en France on peut adapter justement de l'heroic fantasy autre que Kaamelott? Quand on le fait, c'est humoristique quoi. Il y a eu beaucoup de Robin des Bois. Après c'est pas de l'heroic fantasy, mais on a beaucoup fait des trucs un peu fantastiques, mais humour. Parce qu'on se dit comme ça, si c'est kitsch, ça passe. Et Kaamelott est la seule pour moi adaptation d'Heroic Fantasy, enfin humoristique, mais clean, vraiment. Je comprends. Il y a les visiteurs, mais oui. C'est pas une adaptation. Oui, c'est vrai. Non, mais je pense qu'on peut faire, mais pas en film, mais en dessin animé, je pense qu'on pourrait faire. Un peu comme Arcane. Arcane. Oui, on est bon. Moi, je pensais surtout au donjon de Nalbuck. Oui, aussi. Tu vois, il y avait eu un dessin animé, La Fosse de Troie, ici. Justement, on en parlait en sortie de la fin de notre session d'enregistrement. Mais l'Enfeuse de Troie, c'était un truc que tu t'es dit que ça pourrait être intéressant d'adapter. Ah oui, l'Enfeuse de Troie, moi, j'attends qu'il y ait que des. En fait, je pense que pour que ça arrive, ce genre de choses, et que ce soit fait correctement, il faut que les bonnes personnes se rencontrent. Parce que si c'est fait par des tâcherons mal intentionnés, ce sera de la merde et on sera les premiers à cracher dessus. Totalement. Donc, à la limite, que les Français s'y mettent pas, c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Si c'est parce qu'ils savent pas s'ils vont vraiment y arriver. Et le jour où tu as un producteur bienveillant qui veut mettre les billes avec un réal, un scénariste, faut que ce soit un alignement de planètes de ouf pour que ça arrive, que ça fasse 1, 2, 3, et que là on puisse suivre l'Enfeust. Ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Je sais pas, moi j'ai même pas en tête quel acteur pourrait jouer. Tu vois, vous avez un acteur français qui pourrait jouer l'Enfeust ou Sixi ou Sian. Je connais pas trop l'univers. Moi je connais pas du tout l'univers. Moi en l'occurrence là, je ne vois personne. Je viens de lancer un regard. Oui, non mais heureusement qu'il y a eu que le regard, parce que sinon c'est une droite. Franchement, je viens de lancer j'ai lancé un regard à Lucas là dans le studio. Il est juste à côté de moi. C'est un coup à créer un Horcrux. Je crains pour ma vie là. Bref, non, je pense que voilà, moi je ne vois pas qui pourrait incarner ces gens-là. Malik Bentala. Attention, là c'est de la provocation. Franck Dubos. C'est de la provocation. Mais voilà, franchement, peut-être qu'un jour ça arrivera. Peut-être que François Descraques entend ça et que lui, peut-être un jour il arrivera à trouver tout ça, des gens bienveillants qui pourront faire ces choses-là comme il faut. Mais c'est tout ce qu'il faut souhaiter. Et puis il n'y a pas que ça. Moi je suis une bille en lecture, etc. Mais apparemment il y a des œuvres de ouf qu'il faudrait adapter en fantasy. Ça popera. Et voilà. Mais il faut que ce soit bien fait. Vous voyez, vous disiez que Cavill il est hyper bienveillant par rapport à The Witcher parce qu'il est hyper fan et tout ça. Et ben voilà, je pense qu'il faudra qu'il y ait des gens comme ça qui portent le projet comme il faut. Je suis d'accord. Quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Oui. Non, il me semblait qu'il y avait quelqu'un que tu as rencontré qui avait fait une série dans l'univers de Kaamelott. C'est un. J'ai interviewé pendant le confinement une personne qui avait fait. Capsule Pop. Qui avait fait une Brocéliande, je crois qu'elle s'appelle la série. Oui, c'est ça. Et je crois que oui, c'est de l'heroic fantasy dans l'univers de Kaamelott, mais en fait, il y a des acteurs de Kaamelott qui ont participé au projet, mais en fait, c'est une histoire qui est inventée, mais c'est dans l'univers de Kaamelott. C'est ça, oui. Voilà, donc c'est Brocéliande et oui, c'est Capsule Pop, je crois, qui a fait ça, qui a fait des bonnes petites vidéos avec des interviews de Yvan Le Bolloc et de différents acteurs de Kaamelott. Voilà. Et écoutez les amis, merci beaucoup pour cette trilogie de la fantasy. C'était très 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 sympa de parler de ça avec vous. On attaque le mois de décembre sur les chapeaux de roue, comme vous pouvez le voir. On se retrouve très très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut les glandus, salut à tous. Ciao. Au revoir.